Donc, je vais commencer par retirer mon badge de staff. Euh, ok, donc merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ils sont très gentils de dire que sans moi ça n'aurait pas pu se faire, mais j'ai juste aidé surtout à obtenir la licence pour l'événement. Comme je suis un TED Fellow, enfin, donc c'est TED qui organise les grosses conférences, et, enfin, comme ils ont expliqué au début. Et voilà, donc merci beaucoup pour cet honneur. Puis bravo pour l'organisation de cet événement qui est la première édition. J'espère que les prochaines sont un grand succès. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le projet, je me retire de devant le texte, qui s'appelle Protei. Donc c'est un projet d'un drone à voile qui nettoie les marées noires. Donc je vais expliquer non seulement l'histoire, j'ai pas de clicker, c'est pas grave, je vous ferai signe pour les... Ça va ? Ok. Ok. Et donc je vous ferai, donc j'expliquerai en fait l'histoire du projet, également là où on va aller dans l'avenir, et peut-être aussi une nouvelle manière de développer des technologies. Donc pour moi, le projet a commencé quand je travaillais à Nairobi, au Kenya, où j'étais chef de construction. Donc je fabriquais un incubateur de technologie mobile, et notamment qui est les headquarters, les quartiers généraux d'une entreprise qui s'appelle Ushahidi. Ushahidi, ça veut dire témoignage donc ça veut dire témoignage, et c'est un logiciel en fait qui permet en utilisant simplement son téléphone portable de rapporter le fait que par exemple vous êtes le témoin d'un accident par exemple, ou d'un tremblement de terre ou d'une marée noire, et donc vous pouvez participer en temps réel à une carte géographique qui permet aux secours de venir apporter les secours. Donc voilà. Donc ça c'est le iHub. Lorsque j'étais en train de travailler à Nairobi, donc le Deepwater Horizon, la plateforme pétrolière explose, qui tue 11 personnes sur le coup, 16 personnes gravement blessées, et donc qui précipite le plus grave accident environnemental de l'histoire de l'Amérique du Nord. Et donc je me sentais incapable de faire quoi que ce soit, étant donné que j'étais au Kenya, donc j'étais juste témoin de ce qui était en train de se passer. Et 3 jours après le début de cette crise, le logiciel sur lequel j'étais en train de travailler était utilisé, déployé, pour cartographier le déroulement de cette terrible crise qui a duré plus de 90 jours, et enfin qui continue encore actuellement. Donc tous les points rouges que vous voyez, ce sont des rapports que les gens utilisent, donc ils utilisent leur téléphone portable pour rapporter aux autorités ou juste à leurs voisins, pour dire attention, ici on a de la marée qui arrive sur la plage, on a des problèmes respiratoires, on a plein d'animaux qui sont morts sur les rivages, etc. Quand j'étais en train de travailler au Kenya, j'ai eu la chance d'être appelé par le MIT parce que mon travail précédent, je travaillais dans les énergies renouvelables, sur les machines qui transforment l'énergie des vagues en électricité. Donc j'avais accès à 2 sources d'informations qui étaient primordiales, à savoir comment utiliser la force des vagues, la force naturelle en fait, et aussi où la population civile rapporte les problèmes environnementaux en temps réel. Et donc je suis arrivé là, pour ceux qui connaissent le MIT, donc ça c'est un des laboratoires que j'ai accès. Donc c'est rempli d'électronique partout, il y a plein de chercheurs on est comme des gamins en fait, on a accès à tous ces outils, on fait plein de trucs quoi. Et puis la difficulté c'est que, donc en fait c'est une méritocratie, donc j'ai proposé un projet, mes collaborateurs m'ont choisi comme project leader, et donc très vite il fallait développer une technologie pour nettoyer cette marée noire. Donc là, j'ai la chance de passer du stade d'impuissance à la possibilité de faire quelque chose sur le terrain. Mais très vite aussi, on nous a orientés pour développer donc mon directeur de laboratoire, on nous a orientés pour développer des technologies des technologies vraiment pour le long terme, des technologies vraiment de pointe, si vous voulez, des choses vraiment très très futuristes. Et aussi, quoi qu'on développe, on savait dès le début que les technologies seraient brevetées. C'est-à-dire qu'on sait que ce serait une technologie qui allait être distribuée aussi à une certaine population, à un certain prix, dans certaines conditions, etc., de manière très très contrôlée. Et je me suis senti très très déconnecté en fait de la réalité du terrain, c'est-à-dire de la vraie pollution qui était en train de se passer. Donc dès que j'ai eu la possibilité, j'ai pris un avion pour New Orleans, là où la marée noire se passait, et donc j'ai loué un bateau pour aller voir la marée noire. Quand je suis arrivé sur le terrain, donc je suis arrivé dans le port, et le capitaine qui arrive dans le bateau, pour conduire le bateau, c'est un homme qui arrive dans une chaise roulante et qui n'a plus de jambes. Et donc en fait, je dois prendre le capitaine et le poser dans le bateau. Et donc je lui demande mais qu'est-ce qui se passe. Et donc il me dit voilà, donc il a perdu sa première jambe avec le hurricane Katrina, et il a perdu sa deuxième jambe. On a reconstitué sa flotte parce qu'il a beaucoup travaillé pendant ces années, et que maintenant le seul travail qu'il peut faire, c'est le travail de nettoyage. Alors donc c'était assez dramatique, et donc il faut savoir aussi, donc déjà le travail de pêcheur, c'est le travail dont il y a le plus haut taux de mortalité professionnelle dans le monde.
Et vous rajoutez par-dessus ça que le taux de mortalité, l'espérance de vie des nettoyeurs de la dernière marée noire importante aux États-Unis, celle de Exxon Valdez en Alaska, l'espérance de vie des nettoyeurs est de 20 ans inférieure à celle des pêcheurs normaux. C'est-à-dire qu'ils meurent en moyenne à 51 ans au lieu de 71 ans, la moyenne nationale américaine. Donc c'était des statistiques très inquiétantes. Donc moi j'ai expliqué à ce capitaine pêcheur, donc il n'y a plus de jambes, je lui ai expliqué, voilà, on rêve de Boston, je suis français, on développe ces technologies qui sont très chères, elles vont être prêtes au mieux dans 5 ou 10 ans, et elles vont être brevetées, donc vous payez des taxes aujourd'hui pour que nous on développe une technologie qu'on va vous revendre. Et en plus, pour information, on est en train de fabriquer des drones, donc vous n'aurez plus de travail. Donc lui, il a perdu déjà ses 2 jambes, et heureusement qu'il n'avait pas de jambes, sinon je pense qu'il m'aurait mis une bonne raclée. Et voilà, donc je lui explique ça, et puis donc je me rends compte, en lui expliquant ça, que peut-être que je suis pas en train de faire quelque chose de très juste, quoi. Et donc discuter avec ce capitaine, donc on a continué à discuter, même s'il était très en colère, et ça m'a permis de comprendre qu'il y a d'autres manières d'aborder la technologie, quoi. Et donc c'est devenu très clair qu'il fallait développer une technologie qui permette, bon bien sûr je veux pas déjà il a plus de jambes, donc une technologie qui puisse lui permettre de continuer à travailler, mais bien sûr il faut aussi inventer une technologie qui lui permette de ne pas exposer sa santé malgré tout, qu'au lieu de faire des technologies à long terme, on peut faire un développement de technologie incrémental, comme on peut faire des releases en bêta, c'est-à-dire qu'on peut développer des produits pas complètement finis, mais on peut travailler avec les gens localement pour développer la technologie avec les gens locaux. Il faut que ce soit pas trop cher, que ça puisse être utilisable simplement, parce que la technologie avec laquelle on travaille au MIT, c'était des technologies vraiment hors de prix. Et au lieu de ce soit breveté, les marées noires, il n'y en a pas qu'en Louisiane. Par exemple, vous savez très bien, par exemple, en ce moment même, en Nouvelle-Zélande, il y a une marée noire assez importante. Il y a 2 mois, il y en avait une en mer du Nord, qui est la plus importante de cette décennie. On en a presque pas entendu parler dans les médias. Et donc, au lieu de faire un produit qui soit un produit global qu'on vende avec un brevet, que ce soit juste une technologie qu'on puisse distribuer. Et puis, c'est aussi l'énergie fossile. Pourquoi avoir des bateaux qui utilisent du pétrole pour collecter du pétrole? Ça ne me semblait pas faire beaucoup de sens. Donc, j'ai déménagé de Boston dans le golfe du Mexique après avoir déménagé du Kenya. Et donc, comme j'avais plus d'argent, parce que j'étais plus chercheur, et que j'avais pas de visa non plus, etc., j'ai rejoint une organisation non-profit qui s'appelle Louisiana Bucket Brigade. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand je pouvais aller sur le terrain, maintenant, c'était interdit par BP et par l'État d'approcher la marée noire. Donc la seule manière que j'ai trouvé de continuer à étudier, c'est d'accrocher une caméra digitale. Donc c'est pas moi qui ai inventé la technologie, mais c'est ce qu'on utilisait. Donc on accroche une caméra digitale dans un cul de bouteille. On accroche ce cul de bouteille à un gros ballon d'hélium et on le fait voler à basse altitude. On fait des milliers de photos. Donc on va en bateau, on fait des milliers de photos comme ça. Et ces photos, on les assemble et on fait des images qui sont d'une résolution qui est 100 fois supérieure à celle des images satellites. Autrement dit, on peut identifier les types d'oiseaux qui sont par exemple qui sont morts sur la côte ou la quantité de pétrole qui sont sur les côtes. Donc ça, c'est une technologie qui est très bas prix, encore une fois, qui est entièrement open source, qui est développée maintenant par un groupe dans lequel je travaille aussi, qui s'appelle Public Laboratory, et qui permet par exemple, qui permet aux résidents de porter plainte contre BP, de dire on avait en effet on a du pétrole sur nos côtes, vous devez venir le ramasser. Et s'ils ont des cancers dans quelques années, parce que c'est aussi un des plus hauts taux de cancer dans le pays, à cause des industries pétrochimiques, ils peuvent aussi s'affaire de ça comme preuve, c'est très important. Donc, voilà, donc ça c'est la marée noire, telle qu'elle s'est déployée. Je vais me dépêcher. Donc, vous voyez, donc ça c'est l'évolution jour par jour. Donc j'habitais sur place et j'étudiais les mouvements cartographiques, comment ça se déplaçait le pétrole. Je continuais à cogiter sur comment on pourrait développer une technologie qui sera plus adaptée. Ce que j'ai remarqué, c'est ce qui est très simple, et ce que tous les physiciens ou météorologues ou étudiants atmosphéristes vous expliqueraient, c'est que la marée noire, c'est un accident humain d'origine humaine, mais les forces, la manière dont elle se déplace, c'est uniquement de manière naturelle. Donc c'est le vent, le courant de surface qui déplace le pétrole. Et si vous vous approchez encore plus près, ça c'est une image satellite, si vous approchez encore plus près, vous voyez que le pétrole bouge avec le vent, les courants de surface et les vagues. Et les technologies qu'on utilise actuellement, donc ça c'est un exemple de marée noire, vous avez la marée noire qui s'est répartie, et ça c'est les bateaux qu'on utilise actuellement, c'est des bateaux de pêche qui sont réutilisés, et vous voyez qu'ils tracent des lignes de propre dans du sable, en fait, si vous voulez, dans un océan de crasse. En utilisant la même longueur de bouée, l'idée c'est peut-être qu'on remonte contre le vent, donc en essayant de comprendre un peu les logiques naturelles, on peut collecter plus. Et peut-être on peut encore collecter plus si, au lieu d'avoir une seule épaisseur, on en a plusieurs, parce qu'il y a un peu de pétrole qui passe par-dessous, il y en a qui passe sur les côtés, etc.
Mais c'est très difficile de bouger un objet aussi gros. Donc l'idée de base de Proté, qui est très simple, c'est d'utiliser la force du vent pour naviguer et remonter au vent afin de capturer le pétrole. Donc c'est une idée très simple et qui a été testée au début de manière très simple. Comment remonter au vent? Donc, et tirer quelque chose de long et lourd. Donc j'ai pris un petit bateau à voile, et j'ai tiré une longue bouée. On fait des zigzags, et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, quand on tire une bouée, il devient très difficile, on perd de 1 la puissance en fait pour tirer. La deuxième chose qu'on perd, c'est la direction. Il faut que j'explique un tout petit peu d'architecture navale pour expliquer pourquoi on perd la puissance et la direction. Vous déterminez le centre de gravité sur votre voile. Et en dessous, c'est là où vous placez votre dérive qui va contrer la force du vent. Derrière, vous mettez le gouvernail qui va agir comme un levier sur un centre de rotation. Donc c'est très facile à bouger quand vous êtes petit et libre, mais si vous accrochez quelque chose derrière de long et lourd, il devient très difficile de diriger. Donc c'est la première expérience que j'ai faite, il y a un petit peu de musique. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai déplacé le gouvernail à l'avant. Donc c'est un bateau en fait qui a un gouvernail de 14 cm qui contrôle une bouée de 4 mètres de long. Donc avec très très peu de force, on peut contrôler un très grand objet. Donc ça c'est les premiers tests. Donc c'est Proté 01 dans le lac Pontchartrain, c'est à côté de New Orleans. Donc là il y a du pétrole aussi qui arrive ici. Et en fait c'est un peu comme une voiture, c'est-à-dire que quand vous conduisez une voiture, vous avez les roues directionnelles à l'avant et vous avez plus de contrôle. Là vous avez le gouvernail à l'avant. Et vous allez voir qu'on a un contrôle qui est assez extraordinaire en fait. Vous voyez, on va essayer d'éviter un obstacle. Et on peut tourner de manière encore plus radicale qu'un gouvernail à l'arrière. On continue à réfléchir sur cette analogie avec la voiture. Je dis bon, les voitures, ils ont 2 roues à l'avant, permet de contrôler bien. Mais si on a par exemple un 4x4, on a encore plus de contrôle. Donc l'idée, c'était de rajouter des points de contrôle. Donc un gouvernail à l'avant, là, pourquoi pas que tout le bateau devienne un gouvernail. Donc je fabriquais ce proto qui est une petite machine de 1 mètre en fibre de glace et PVC, et la forme complète du bateau en fait change. Et donc c'est le premier bateau dans l'histoire qui a cette propriété, donc qui va à moitié nager, à moitié surfer, à moitié faire de la voile. Et donc en fait ça permet d'utiliser la force centrifuge pour mieux contrôler la trajectoire. Ça permet donc en fait ce qui se passe c'est que le centre de flottaison se déplace par rapport au centre de gravité. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on tourne au vent, l'angle de la voile avant et l'angle de la voile à l'arrière se trouvent à différents angles par rapport au vent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, concrètement, c'est-à-dire que ça permet au bateau de virer de bord beaucoup plus rapidement qu'un bateau conventionnel. Donc vous avez la voile à l'avant et la voile à l'arrière qui sont à différents angles du vent. Donc vous avez le vent qui va partir vers l'arrière sur cette voile-ci et de ce côté-là. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quand vous naviguez, vous avez toujours du vent dans vos voiles. C'est-à-dire que vous pouvez remonter au vent et tirer une charge beaucoup plus importante sans perdre de vitesse. Donc je me suis dit, ça c'est très bien, mais peut-être que c'est un peu cher comme technologie. Est-ce qu'on peut l'être encore mieux, moins cher, plus grand, etc. pour des vraies applications sur le pétrole? Donc j'ai fabriqué le même système de proto en plus grand et en gonflable. Donc c'est un proto qui fait 3 mètres de long, 6 mètres de haut, avec une charge de 20 kg de sable, qui coûte moins de $100 et qui permet donc justement d'avoir une très grande surface de voile et un poids. Donc un poids qui est très très léger, donc en footprint, en empreinte dans l'eau, c'est comme un zeppelin en fait, c'est comme une sorte de zeppelin qui volerait au-dessus de l'eau. Donc ce qu'on est en train de faire réellement au niveau de la donc le projet s'appelle Proté, c'est ça l'idée en fait, c'est comment on est en train de révolutionner la science de navigation. Et donc le nom Proté, ça vient de Proteus, qui est le fils de Poséidon, qui peut changer de forme pour remplir des fonctions. La coque, à changement de profil, c'est une nouvelle chose. Et Proteus, c'est aussi le nom d'une salamandre aveugle qui a des sortes de super pouvoirs, qui habite dans des caves en Slovénie, dans l'obscurité totale, et qui a surdéveloppé ses autres sens, comme on veut aussi avec notre drone à voile. Au niveau de la science, de la navigation, on espère apporter beaucoup de contributions, en plus d'aider les questions environnementales, meilleur contrôle sur la trajectoire, capacité de remonter au vent, et surtout aussi augmenter la portance latérale, c'est-à-dire qu'une aile d'avion va vous donner vous avez un mouvement comme ça horizontal, vous allez lever, avec cette courbe en fait vous allez lever sur le côté, donc vous allez pouvoir vous rapprocher du vent, vous écarter du vent, vous allez créer un vent relatif qui est encore plus important. Donc pour ceux qui sont intéressés par la voile ici, vous connaissez certainement l'hydroptère qui est le bateau le plus rapide dans le monde et qui utilise juste un lever vertical. Si vous combinez ça à une poussée horizontale, vous allez aller encore certainement plus vite. Et aussi comme le profil est long comme ça, même si vous tapez un rocher, comme le bateau est mou, entre guillemets, c'est très difficile de le casser.
Donc en fait, l'idée, c'est quand que je me rendu compte que les enjeux d'ingénierie étaient très très difficiles et impossibles pour moi de faire tout ce travail. Donc j'ai décidé de faire le projet open source. Donc j'ai fait un petit site et comme la technologie, je voulais la développer pour le bienfait environnemental, mon client, c'est les citoyens. Donc c'est pas un laboratoire qui devait payer, mais c'est les gens qui vont en profiter qui doivent le payer. Et donc j'ai lancé ce projet sur Kickstarter, et donc on a eu 300 personnes qui ont décidé de donner 5, 10, 15, 20 dollars, et en 6 semaines on a récolté 33 000 dollars, avec lequel on a embauché une équipe d'ingénieurs, voilà, d'ingénieurs, d'inventeurs, de prototypeurs, et on a fabriqué cet été à Rotterdam. Je ne sais pas si ça va marcher. Prochaine slide. Ah bon, c'est pas grave, ça a sauté. Bon, c'est pas grave, je vais sauter. Donc on a fabriqué un autre qui est pareil mais encore plus énorme. Donc en développement open source, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout le monde est libre d'utiliser, de modifier et de distribuer notre technologie. La seule chose qu'on demande en échange, c'est qu'on soit simplement crédité et qu'en échange, et que les améliorations sur la technologie que les gens vont faire sur une techno, ils nous aussi les partagent avec la communauté. Donc on devient le centre, si vous voulez, de technologie. Ça permet non pas de faire un développement linéaire avec des investisseurs qui vont vous demander quelque chose sur le calendrier, ça permet de faire travailler tout le monde en même temps. Donc les gens qui font l'innovation, comme les gens qui sont dans l'industrie, comme les gens qui sont dans non-profit, tout le monde peut travailler en même temps. Ah oui, donc c'est ça, c'est ça que je vais vous montrer. Donc ça c'est le plus gros proto qu'on a fait cet été, je ne vais pas vous montrer parce que je suis déjà au-delà du temps. Donc c'est une grosse, c'est le même robot qui est en beaucoup plus grand qu'on a fabriqué avec l'équipe, mais donc qui fonctionne sur le même principe de navigation. Voilà, donc il fuit les vagues, etc. Donc moins de pertes aussi énergétiques. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de faire avancer l'évolution pratiquement biologique de la fonction de navigation, si vous voulez. Passer d'un bateau normal à un bateau avec un safran à l'avant, avec l'ensemble du bateau qui devient le safran et la barre. Ça, c'est les structures électroniques. Aussi, pour l'instant, c'est très simple et c'est en train de se complexifier. On est en train de passer à des schémas multi-agents, centralisés, décentralisés, et qu'on peut aussi travailler avec donc, des groupes d'humains peuvent contrôler un appareil ou plusieurs groupes d'humains contrôler plusieurs appareils, enfin donc complexifier les modèles. Notre but, c'est de fabriquer des flottes de ce type de robots qui soient vraiment peu chers, qui puissent avoir des applications de mesures environnementales, de nettoyage environnemental. Et les prochaines étapes, c'est qu'on va fabriquer un proto de 1 mètre qui soit haute performance et un autre de à peu près 4 mètres dans lequel on pourra se mettre à l'intérieur pour étudier les caractéristiques de navigation de ce bateau. Ça, c'est une image il y a 3 jours. Donc ça, c'est en Nouvelle-Zélande. Donc c'est en ce moment une nappe de pétrole qui est en train de se répandre sur des réserves naturelles importantes. Donc c'est un sujet, donc les oil spills, c'est les marées noires, pardon. C'est partout dans le monde, c'est tout le temps, en Chine, dans le delta du Niger. Et la semaine prochaine, on espère déployer Protei pour étudier les radioactivités. Comme vous voyez, la plupart des radioactivités, ils sont poussés dans l'océan par... c'est le temps. Et la plupart des radioactivités sont poussées vers l'océan. Et on n'a pas d'instrument de mesure. Juste pour information, je suis moitié japonais, comme on disait dans l'introduction. Ma famille habite juste là, tout près du rayon d'évacuation. Donc mes cousins qui ont 5 ans, ils ont statistiquement de très hautes chances d'avoir des cancers de thyroïde, etc. Et si on ne fait pas des mesures maintenant, dans 10 ans, donc ils auront le cancer, on ne pourra pas prouver aux assurances qu'ils doivent payer pour leurs frais d'hospitalisation. Donc c'est absolument important de le faire, les mesures maintenant. Et les mesures que les citoyens font, en général, sont 2 fois plus élevées que celles du gouvernement. Donc encore une fois, c'est aussi un combat citoyen, environnemental, technologique qu'on essaie de mener, quoi. Autre application de la technologie, c'est pour faire aussi les mesures de plastique. On sait qu'on a plusieurs millions de tonnes de plastique, de tout petits morceaux dans l'océan. On ne sait pas exactement où ils se déplacent. Ils sont très difficiles à mesurer. On ne peut pas les voir en satellite. Il faut qu'on aille les mesurer et aussi les collecter. Et on ne peut pas demander à des humains parce que c'est des surfaces trop grandes. Même problème en surpêche. On a des surfaces de pêche qui sont trop exploitées. On a 80% de nos stocks de gros poissons qui sont partis. Il faut qu'on sache, qu'on puisse contrôler mieux où sont les bancs. Et donc, pour clore l'idée, on parlait beaucoup d'économie humaniste aujourd'hui. Il y a aussi M. Biot qui disait qu'il ne croit pas forcément à l'économie humaniste. J'ai encore peut-être un autre angle sur la question. Le business normal, c'est ça. Le business, l'idée c'est comme le profit, c'est la priorité et la condition d'une économie où l'économie est la fin de nos activités humaines. La technologie sert pour fabriquer ce profit. Et les humains sont juste une ressource humaine, RH. Et la nature, c'est éventuellement ce qu'on utilise comme étiquette en plus pour augmenter le prix. Souvent on dit c'est bio, etc. Donc on va faire payer le consommateur, quoi.
La réalité, c'est que le système naturel est ce qui supporte l'ensemble. Si on prend l'humain comme fin de notre travail, c'est ce qu'on fait depuis qu'on est humain, on détruit l'environnement. L'environnement, et au final, ça nous nuit aussi. Notre ambition, c'est de prendre l'environnement comme principal client, encore plus que l'être humain. C'est-à-dire travailler comme finalité la nature. Parce qu'on sait qu'en retour, de toute façon, si ce n'est pas à court terme, à long terme. Mais si on n'a pas le courage de faire ce choix, on va détruire ce qu'on voulait protéger précédemment. Et donc ça, en fait, c'est notre business plan. C'est comme ça qu'on commence notre entreprise, voilà. Voilà, c'est ça. Merci.